Hello à tous, ici Jazz and Groove. Me revoilà, ça faisait un bail. Aujourd'hui, je vais vous faire partager la découverte d'un artiste français remarquable que j'ai la chance d'interviewer et de rencontrer. C'est Guillaume Perret avec son groupe Electric Epic. Donc j'ai découvert cette musique, une musique hybride avec un mélange de jazz, metal et une rythmique funk avec des allures de rock progressif. Et tout de suite, je vais vous faire écouter l'interview avec de la musique. Allez, je vous souhaite une bonne écoute à toutes. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Voilà, je tiens vraiment à te remercier pour l'interview que tu me proposes. Et ça me tient vraiment à cœur parce que je t'ai découvert il n'y a pas longtemps sur une affiche et je me suis dit, waouh, un saxophone avec des câbles, ça pourrait être pas mal. Moi, je fais de la radio, je suis animateur d'une émission, Jazz and Groove, ça s'appelle. Et je suis à la fac de Carlon et en fait, chaque semaine, je fais découvrir des artistes. Et quand je t'ai vu, je me suis dit, je vais voir son concert, pourquoi pas l'interviewer et te faire partager à d'autres étudiants ou d'autres auditeurs. Très bonne idée. Et à partir de là, j'ai découvert ton son et ça m'a beaucoup plu. La fusion entre le jazz et le metal, c'est très intéressant parce que à première vue, j'avais connu Benjamin Cassé, tu sais, le saxophoniste de Robert Glasper. Ah oui, le vocodeur sur la voix, voilà. et puis au saxophone. Ouais, il y a un peu de traitement aussi sur son sax. Carrément. Très chouette. Et je trouvais ça super intéressant. Et ma première question, ça serait pour savoir à quel âge tu as commencé la musique? En fait, mes parents m'ont mis au conservatoire parce qu'apparemment je tapais sur tout, je chantais beaucoup, j'allais sur les pianos, donc un peu depuis tout le temps. Ouais. Après, j'étais au conservatoire à 6 ans. D'accord. Je voulais faire du sax, mais je pouvais pas encore, j'avais les dents qui poussaient. Et pourquoi le saxophone? Je sais pas. Tu sais pas? C'était ça. D'accord. Toujours été ça. Ah, c'est vraiment cool. Je vais me poser la question. Enfin, ça, c'est un bon moyen d'expression totale, surtout décuplé par les effets là maintenant. Ouais. J'ai plein de rôles d'instruments différents aussi. Je peux être bassiste, guitariste, clavier, mais tout au sax. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce que tu faisais, ça me faisait un peu penser à l'époque de Jimi Hendrix quand il utilisait ses effets à la guitare et je trouvais ça très novateur. Et j'espère que tu continueras ça, c'est juste génial. J'ai vu au cours de ton parcours que tu as beaucoup voyagé aussi et surtout beaucoup de festivals internationaux. Ouais, pardon. Et je voulais savoir, en Thaïlande, avec Ledman. François Lindemann. Ouais, Ledman. Rhythm Meeting. Et la question que je me posais en fait, c'est est-ce que le public extérieur est plus ouvert ou plus réceptif à ce que tu jouais là-bas? Ah là-bas je suis pas allé avec mon groupe en fait. Electric Epic qui commence à beaucoup tourner là depuis peu. L'album est sorti en avril 2012. Et là-bas c'était une création vraiment incroyable. Enfin j'y suis allé avec plusieurs groupes en fait. Plutôt des quartets de jazz. Et là la création avec François c'était génial. On s'est arrêté au Maroc. On est parti genre un quartet de jazz qui s'est arrêté au Maroc. Résidence à Fès avec un violoniste et un joueur de darbouka. Ensuite on est allé en Indonésie, on a pris 2 percussionnistes chanteurs et les Marocains étaient toujours avec nous. Et ensuite on est tous partis aussi avec les Indonésiens en Thaïlande où on a eu 2 musiciens thaïlandais et on a fini en Inde. Donc à la fin le groupe grossissait de plus en plus et on travaillait des thèmes traditionnels de chaque pays, plus des trucs un peu de jazz mais avec tous les instruments mélangés suivant les morceaux. Et ça c'était vraiment une expérience super riche. Alors moi du coup dès que je pouvais checker le violoniste marocain par exemple, on se prenait un moment tous les deux et tac, j'ai bossé des modes marocains avec le quart de ton, tout ça. J'ai bossé beaucoup avec le percu indien, les rythmes, il était au tabla, j'étais au sax, et puis on essayait de trouver des formules rythmiques, tout ça. Et tout ce langage fait partie des choses que j'aime et que j'aime transmettre et je les transmets avec mon son. Sans me soucier de dire que c'est ça ou ça en fait. C'est juste que je prends des influences, je les digère et je les recrache. Et j'aime trouver en fait la manière de les communiquer aux gens en fait. C'est-à-dire que les gens qui ont envie d'écouter un truc qui balance bien, qui est simple, qui groove, où ils peuvent danser, ils ont ce qu'il faut. Et ceux qui ont envie de se prendre la tête sur les compos, d'analyser, d'avoir une approche plus intellectuelle, ils ont aussi à manger. C'est-à-dire essayer de composer une musique riche, qui soit hyper communicative, qui procure des émotions, des images et qui donne envie de bouger,
et en même temps qui soit très riche de différentes cultures, de musique classique, de métal, d'électro minimal, de musique indienne, musique éthiopienne. Donc ça serait un peu dur de te demander quels sont les artistes qui t'ont influencé. Bah c'est ouais. Un peu de tout, ouais. En gros. Tout pays, toute époque. J'ai 2 critères, j'aime ou j'aime pas. Ça change des fois suivant les moments de la vie en plus. Donc non, j'ai toujours été mauvais à cette question. D'accord, il n'y a pas de souci. Et une question qui m'interroge beaucoup, c'est t'as eu un déclic justement pour ce penchant à avoir ce son électrique, amplifié? Non, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai toujours eu envie d'avoir une démarche originale, et même quand je jouais du bebop, j'essayais de jouer selon les règles imposées par ce style de musique, mais j'essayais toujours d'amener les choses autre part, ou dans tous les projets où je jouais, en fait, j'essayais toujours de me démarquer d'une certaine manière en fait, en tant qu'artiste. J'étais un saxophoniste dans plein de groupes, mais je voulais qu'on m'identifie comme quelqu'un qui a un discours assez personnel. Et les pédales de fait, elles sont venues un peu par hasard dans mes pieds. Je me suis trouvé avec 2 qui traînaient chez un pote. J'ai essayé, j'ai fait waouh, il y a un truc à faire. Et puis depuis, j'ai développé beaucoup de systèmes qui ont évolué en fait avec le temps, quoi. Wow. Pour avoir quelque chose de très efficace. Mais en étant amateur, tu penses qu'on peut se débrouiller avec les pédales que tu utilises, ou c'est du temps Bien énormément? sûr, non, c'est de toute façon du temps et des galères à contourner. Mais ces galères-là donnent des idées, et c'est comme des instruments de musique en fait. Donc bien sûr, c'est tout à fait abordable en fait. Même j'ai fait des workshops par exemple avec des groupes amateurs. Il y avait plein de musiciens différents qui se connaissaient pas tous forcément. Et je leur ai mis 3 micros, ils passaient tous par mes effets, moi je pilotais tous les effets. Et ils ont improvisé des choses suivant les sons qu'ils entendaient en fait. Et du coup ça leur a donné une autre manière de jouer. Et on a composé toute une grande pièce d'une demi-heure avec toutes leurs impros qu'on a notées. Et moi je pilotais juste les effets là, à ce moment-là. Avec tous les micros dedans, il se passait les micros, et c'était vraiment cool. Et non, c'est juste des sources d'inspiration en fait. Mais moi, ce que je trouve génial justement, c'est que avec le temps qui avance, t'as réussi à... Je pense que c'est une putain d'ouverture ce que tu nous offres, et pour moi, je te compare un peu à Jimi Hendrix. Jimi Hendrix nous a fait des effets avec sa guitare, avec ses sons, ses pédales et tout. Et là, tu vas nous ouvrir une porte sur énormément de sons et d'autres univers, on peut dire ça. Et une question, c'est est-ce que tu aurais une anecdote à nous dire, quoi? Une anecdote? Ouais. Une petite histoire de tournée? Ouais, pourquoi pas. Quand j'avais 21 ans, je suis parti pour aller voir un peu New York, comment ça se passe. Ouais. Et je fais beaucoup de jazz à cette époque-là, pure jazz, entre autres, toujours beaucoup de musiques différentes. Et je suis allé faire des jams tous les soirs, j'en faisais 4 ou 5 par soir. Je commençais à 18h dans un club, à 22h dans un autre, à minuit dans un autre, 4h du matin au Blue Note jusqu'à 8h. Et j'ai essayé de faire ça quasiment tous les soirs, pendant 5 semaines. Et en fait, un soir, je m'endors dans le métro, parce que j'étais crevé, quoi. Et je me fais sortir du métro par le mec qui passe le balai, et j'étais au pied des Twin Towers, et c'était le 11 septembre à 4h du matin, 5h par là, c'était un petit matin, avant le lever du soleil. Et j'ai repris des photos, j'avais un vieil appareil manuel que j'avais chopé sur place, et je faisais des longs temps de pause en partant de bas en haut des tours, et mes photos tremblaient à la fin, et ça faisait comme si les tours étaient enflammées. Et après je suis rentré dormir, j'étais assez loin du World Trade Center, mais quand ça a pété, du coup j'ai été réveillé par les gens chez qui j'étais, on a regardé ça en direct aux infos, et puis je suis tout de suite allé sur place parce que ça me faisait trop triper, j'étais là, il se passe un truc de ouf, il faut y aller. Et j'ai pu rentrer dans les rues en cendres de Wall Street, là j'ai fait énormément de photos et tout. Et la première question que je me suis posée quand il y a eu cet accident, c'est y aura-t-il une jam ce soir? C'est parce que j'étais vraiment à côté de la plaque, en fait c'était trop énorme, et moi j'étais là pour jammer. Et j'avais pas de pensée, genre conséquences mondiales, terrorisme, danger peut-être. Juste ça me faisait triper d'être là, et je comprenais pas quoi. Et j'ai digéré cette émotion un peu plus lentement par la suite quoi. Ouais, et sur le coup c'était juste ça ma pensée. Il y a un truc aussi qui me fascine, c'est cette idée justement que tu mets à une lumière dans ton pavillon de saxophone. Ça t'est venu comme ça?
Bah, j'ai toujours été sensible en fait à l'éclairage parce que je travaille aussi avec des compagnies de théâtre et de danse, et du coup avec des scénographes, et puis on travaille vraiment les tableaux quoi. Et ouais, au début je mettais juste une petite lumière dans mon sac, c'était le plan. Ensuite j'ai voulu développer ça un peu plus loin, et puis j'ai rencontré un ingénieur programmateur qui bosse avec les LED et tout, donc qui a conçu un petit prototype où je rentre un micro dedans, et la lumière réagit au son du sax. C'est génial. Et ça c'est cool. Et là on l'utilise pas encore, mais on a pu relier tout ça par signal radio à tous les spots, donc le sax peut piloter n'importe quel spot si l'ingé lumière le décide. Ça, ce sera un travail futur de Céno qu'on va mettre en place. C'est génial. Et justement, par rapport au théâtre, c'est une autre manière de jouer quand Oui, mais par contre, ça m'a fait beaucoup composer. D'accord. Et composer avec un univers particulier à prendre en compte. Et du coup, je garde un peu ça dans mes concerts et dans les disques. C'est-à-dire d'avoir... il y a des morceaux sur, je sais pas, des épisodes de l'Odyssée d'Ulysse, il y a Circé, il y a le Styx, il y a des paysages comme ça. Il y a des situations humaines aussi, mais il y a toujours une connexion avec un bout d'histoire ou une image ou une impression. Ce qui fait que même si les gens ont une autre image, ils ont quand même une image quand ils entendent ça. C'est super riche en tout cas. Bah, ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai juste une dernière question. J'ai vu qu'en 2009, tu avais eu une bourse franco-américaine. Ouais. Et tu composes et tu formes un trio? Alors là, en fait, j'avais été branché par le guitariste qui est à New York, Miles Okazaki. Super mec qui joue avec Steve Coleman là, en ce moment. On s'était rencontrés en Suisse, on était invités dans un projet, et puis du coup on s'était très bien entendu, et il m'a proposé qu'on monte ce dossier ensemble. Du coup lui il a fait toute la partie, il a un peu avancé, fait le gros du travail. Moi j'ai fait mes lettres en anglais, en français, gna, et on a postulé, on a eu le truc. Et on a fait un trio avec un batteur, Damien Reed, qui est à New York aussi. Et puis ouais, c'était super ça, belle expérience. Voilà, je reprends l'antenne parce que j'ai un morceau qui m'a beaucoup touché de Guillaume Perret, mais qui n'a pas pu le faire au concert et que j'aurais bien voulu qu'il fasse s'il n'avait pas l'instrument pour. Donc je lui fais un petit clin d'œil, j'espère qu'il regardera mon émission. Le morceau, à présent, je vous le présente après. S'il veut bien s'ouvrir, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Voilà. Bonne écoute.
Le morceau qui me plaît énormément de Guillaume Perret que j'arrête pas d'écouter. Ce morceau, il est tellement fort, il est tellement beau, il y a tellement de choses qu'il exprime, mais moi c'est cette montée en crescendo avec le soprano qui, waouh, c'est l'extase, c'est trop beau, j'ai rien à dire. Et j'aurais vraiment voulu le voir en concert pour voir ce que ça dégageait et encore plus le vivre. Mais ça sera peut-être une prochaine fois. Justement, je tiens à partager aux auditeurs et à tous ceux qui m'écoutent. Guillaume Perret il prévoit de repasser durant le mois de juin ou pendant le festival, je sais pas. Bah, on a entendu qu'il revenait en été, donc soyez attentifs et franchement, allez voir son concert, c'est un mec génial, il nous offre une bonne scène. Il y a énormément d'intensité qui dégage sur scène et c'est juste fabuleux. Il y a un morceau qui m'a frappé aussi, il nous a mis dans une ambiance avec la musique où on se croyait vraiment dans l'océan et il a détaché son bec de son saxophone et il faisait des sons, mais on avait vraiment l'impression d'entendre des dauphins et des cris de dauphins. Et franchement, je te remercie Guillaume pour ce magnifique concert et je te souhaite bonne continuation et tout plein de bonnes choses. Et comme je te l'avais promis, bah, la petite dédicace, je vous fais écouter les dernières paroles de mon interview avec Guillaume Perret et puis mon émission se terminera là. J'espère que mon émission vous aura plu. Parce que j'ai mis pas énormément de temps, mais je me suis consacré beaucoup de temps. Et c'est ma première expérience et c'était une très très bonne expérience et j'espère que ça se refera. Donc je vous ai fait écouter les derniers mots de Guillaume. Allez, à toutes. Je suis super content pour toi. T'aurais une petite signature comme quoi t'es passé sur Jazz & Groove, ça me ferait plaisir. Une petite signature, c'est-à-dire? Ouais, tu fais un petit commentaire ou je ne sais quoi. Ici Guillaume Perret. Ici Guillaume Perret sur Jazz & Groove. À Nice, ce soir ça bouge. Ah, c'est naze mec, moi je suis pas bon. C'est pas grave, t'en fais pas. Oublie, non, tu veux dire ça, hein, tu me le dégages. Ça marche, je le retirerai. Ou alors on peut dire BLAH. Ouais, si tu veux, on fait un petit cri avec Bub. Allez. Ici Guillaume Perret sur Jazz & Groove en compagnie de Bubu, le bassiste d'Electric Epic. Ouais, je vous remercie les gars. Ouais, c'est bien, du grain. Bah écoute, ce que je ferais, c'est que quand... Donc voilà les derniers mots de Guillaume, ça m'a fait excès. C'était trop marrant. Désolé Guillaume, je te les ai pas retirés parce que c'était du live pour moi et tout ce qui est beau des discours, bah je les garde. Je te souhaite une bonne continuation et puis bah j'espère que ça vous a plu à tous. Puis à très bientôt pour de nouveaux épisodes, de nouveaux artistes et plein de bonnes choses. J'ai plein de projets qui vont venir avec des artistes du conservatoire qui ont leur propre groupe et j'aimerais bien les faire passer en studio, vous faire écouter ce qu'ils font, les interviewer, ça pourrait être super intéressant. Et j'ai découvert encore plein d'autres artistes à vous partager et j'espère que vous aurez le même plaisir que moi à les entendre. Je vous souhaite à tous un bon week-end et à très très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.